Bonjour et bienvenue dans le update lecture d'octobre. Ça, c'est le update lecture d'octobre. Oui, je suis assortie à la décoration. Bon, vous allez voir, la citrouille et les bébés citrouilles, là, pratiquement tout le mois de novembre aussi. Hein. Tant que je n'ai pas sauté sur la déco de Noël, je lève pas ma citrouille. Mais ça, c'est tout ce que j'ai lu. Enfin, tout ce que j'ai lu. J'ai pas lu énormément, en fait. Depuis le début octobre. En fait, c'est entre, pour être honnête, hein, c'est entre le 1er octobre et le 8. Voilà. Il y aura une deuxième partie. Simplement, comme il y avait des choses à dire sur les deux romans, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un update lecture, histoire de ne pas mettre une vidéo de 1 heure à la fin du mois. Sachant que vous allez être obligé de me supporter 2 fois en live ce mois-ci, hein, puisque sous vos encouragements, merci. Non mais merci beaucoup, mais voilà. Il y a un live le 26 octobre, donc le mardi 20h30, mais qui sera dédié uniquement au film que j'aime voir en automne, et un spécial River Phoenix. Oui, bah c'est comme ça. Alors, on va commencer par les BD. On va évacuer les BD, quoique... Non, on va évacuer les BD d'abord. Les 2 BD rigolotes. Enfin, les BD sérieuses. Je ferai la BD rigolote à la fin. Puisqu'en plus, c'est pratiquement celle que j'ai lue en dernier. Histoire que je ne vous plombe pas trop le moral d'entrée de jeu sur cette lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Oui, alors d'entrée de jeu, la fille qui dit non, je ne veux pas vous plomber le moral. Ah, Auschwitz. Super, Lisa. Alors... Bon, bref. Donc, BD, première BD, Auschwitz, donc de Pascal Crossi, c'est aux éditions du Masque. Donc, en fait, c'est une BD que j'avais lue aux alentours de 2000-2001, que j'avais empruntée dans une bibliothèque qui m'avait beaucoup plu. Mais voilà, je ne l'avais pas acheté sur le coup. C'est rare hein, de moi, quand il y a quelque chose qui me plaît vraiment, que j'ai emprunté à la bibliothèque, généralement je l'achète. Mais là, n'allez pas savoir pourquoi. Je ne l'ai pas fait, donc voilà. Et j'ai eu l'occasion de tomber dessus, par hasard, mais alors vraiment le hasard complet, machin. Je suis en train de virer le chat. Je sais pas. Il pousse l'ordinateur. Il s'est mis derrière. Bon, il y a une chaise derrière, donc du coup, voilà. Et je suis tombée dessus par hasard. En occasion. Je me suis acheté. D'ailleurs, vous voyez, j'ai été obligée de mettre des gommettes parce que j'étais un peu malade. Voilà. Alors, c'est une BD qui, je le signale tout de suite, je mets un warning. Si vous n'êtes pas... si vous êtes sensible, si vous avez vraiment... si vous êtes sensible, si vous avez une propension à vous angoisser beaucoup, si les dessins, les images de certaines choses assez traumatisantes peuvent vous heurter. Surtout, allez lire le livret qui est à la fin. Donc, en fait, l'auteur a une interview à la fin. Vous voyez ? Une longue interview où il explique pourquoi il a fait ça, comment il s'y est pris, quelles ont été ses sources, comment il a travaillé ses dessins, etc. Qui peut d'ores et déjà vous donner une idée de comment il a travaillé, de ce que vous pourrez trouver dans le roman, enfin dans la BD, puisqu'il explique un peu l'histoire. Et aussi rectifier 2 ou 3 petites choses qu'il met, qu'il a changé dans l'univers du camp. Principalement, il l'explique pour des raisons de dessin et pour des raisons de crayon. C'est-à-dire que pour lui, c'était compliqué à dessiner, et donc il est allé au simple pour lui, pour pas que ça soit moche. Voilà. Donc ça, c'est ça. Alors, c'est une BD qui retrace la vie de Kasik et de Kresia, que l'on trouve en fait dans un endroit en ex-Yougoslavie. On sent que c'est pendant la guerre d'ex-Yougoslavie. On sent qu'ils vont être arrêtés ou qu'ils pensent être arrêtés. Et ils vont se remémorer leur vie d'avant, bien sûr, et surtout le moment où ils ont atterri à Auschwitz avec leur fille. Et chacun d'entre eux a vécu cette période différemment, a eu une vision différente et a une histoire, on va dire, une vision de leur histoire différente. Et on va les suivre l'un après l'autre
dans l'univers du camp, de savoir ce que l'un a su de leur fille, puisque leur fille a disparu après. Enfin, disparu, elle est morte, mais voilà. Comment ils ont perçu ça, comment ils ont reçu ça, comment ils ont envisagé, et tout ce qui leur est arrivé pendant leurs années à Auschwitz. Et c'est un dessin, alors je vous le montre, hein, c'est des dessins assez... Voilà, c'est des dessins très anguleux, c'est tout du gris, noir, blanc, gris. C'est vraiment très anguleux, très spécial comme dessin, très brut, très cru aussi. Attention, il y a des dessins qui, comme je vous l'ai dit en warning, qui peuvent vous choquer, qui peuvent être difficiles. C'est pas une BD à mettre entre les mains d'enfants. De jeunes ados, oui, mais avertis ou avec un adulte qui lui explique avant. Parce que ça peut être assez... Voilà, si vous avez un enfant assez sensible, qui n'a pas l'habitude de ça, enfin qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas eu déjà quelques petits, on va dire, aménagements, ça peut être très compliqué pour un enfant. Voilà. C'est vraiment une BD, moi je les recommanderais à plutôt des adolescents et après, voilà, mais avec quand même un accompagnement au moins pour les plus jeunes. Sinon, c'est une BD qui est très bien faite, qui est historiquement magnifiquement belle, qui vous plonge dans l'horreur absolue, mais qui plonge avec toute l'ambiguïté qu'il peut avoir dans l'organisation des camps. Quel que soit le niveau, quelles que soient les personnes, quelle que soit la façon de gérer, c'est vraiment bien fait. C'est une très belle BD, très émouvante même pour moi. Alors pour vous dire que bon, voilà, il m'en faut, mais c'est hyper bien fait. Je vous dis, c'est anguleux, les traits sont à la serpe. Voilà, je cherchais ça. Les visages sont taillés à la serpe. C'est brut de décoffrage, cru comme je le dis, mais franchement c'est une très belle BD. Donc ça s'appelle Auschwitz, une bande dessinée de Pascal Crossi. C'est donc aux éditions du Masque et je pense qu'on ne le trouve plus que d'occasion. Enfin, moi je ne l'ai pas vu ailleurs, donc bon, mais alors on va attaquer. Vous allez vous dire c'est la période. Oui, le hasard a fait que je suis restée sur la même période, sur le début, sur les 3 premières lectures du mois. C'est le hasard. Hein. Alors, je redis une fois encore, parce qu'on me l'a posé comme question, je ne lis pas que sur cette période. Voilà. Je ne choisis pas mes bouquins uniquement parce que ça traite de cette période, ou je n'assemble pas les bouquins à lire dans cette période. Il s'est trouvé que on m'a offert les 2 prochains livres pour mon anniversaire et que les personnes ne se connaissent absolument pas, que c'était la même période. Auschwitz, je l'avais déjà acheté. Voilà, donc c'est vraiment le hasard, et le hasard a fait que voilà, j'ai décidé de les mettre là parce que après, comme vous le savez, il y a le Black November et que décembre, j'ai la plupart, enfin le peu de livres qui me restera pour 2021, j'aimerais bien les mettre dans cette pile-là pour pouvoir les descendre le plus rapidement possible. Alors, autre lecture et un des 2 romans pour l'instant que j'ai lu, donc à partir jusqu'au 8 octobre. Ça s'appelle, je vous mets là, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, de Daniel Arsan, donc c'est chez Babel. Merci Eva, au passage, si tu passes par là, pour le cadeau d'anniversaire. Alors, nous sommes en présence de Klaus, qui revient à Leipzig en 1945, dans une ville qui est rasée, qui est à terre, qui est aussi en ruine que Klaus, puisque en fait Klaus sort de Buchenwald. Tout simplement parce qu'il a été arrêté et interné dans ce camp-là parce qu'il est homosexuel. Très mauvaise idée sous le Troisième Reich. Entre autres, il y avait beaucoup de très mauvaises idées, entre guillemets, voilà, pour eux. Enfin, pour eux, commencez pas. Voilà, il y avait de très mauvaises idées à avoir pour eux, et voilà. Et Klaus va venir parce que en fait son internement a changé la donne. C'était un garçon qu'il se qualifie lui-même de biche, qui était amoureux de Heinz, qui avait une vie somme toute, on va dire, ordinaire. Et son internement dans ce camp-là, avec les traitements qu'il a subis, avec la peur au ventre, les mauvais traitements, des matons comme, enfin des gardiens comme de ses camarades,
si on peut appeler ça des camarades. Euh, tout ce qu'on a pu lui faire subir avant aussi, les colibés de la vie d'avant, pendant, et quand il arrive à Leipzig, il cherche à retrouver sa famille, son appartement, son frère, ses parents. Et ce garçon a changé. C'est-à-dire que évidemment, il revient pas visuellement comme il était avant. Et les Allemands à cette période sont plus minces parce que bah, ils ont aussi subi le rationnement. Lui, il est pas mince, il est maigre. Il est maigre comme limite la mort. Et donc, il va arriver avec 4 ans d'absence. Après 4 ans d'absence, après 4 ans de peur, après 4 ans de sévices, après 4 ans d'angoisse, après 4 ans de vide, tout simplement. Sans son amour, sans... avec, avec des gens qui l'accueillent comme s'il était une bête curieuse ou quelqu'un d'à part, de différent, de quelqu'un qu'on ne comprend pas, qu'on ne veut pas comprendre. Et il se pose la question de savoir quel est son retour à la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, quoi, en fait, parce que tout ce qu'il a subi avant, pour lui, c'est pas une vie et c'est pas envisageable une vie. On va suivre Klaus tout au long de ces pages et Daniel Arsan arrive dans la même phrase, dans le même paragraphe souvent, à nous faire osciller entre le Klaus de maintenant qu'on suit au cours de sa vie et le Klaus de Buchenwald. Quelquefois dans les mêmes phrases, on a le début de la phrase où il fait une réflexion sur ce qui se passait dans ce camp et tout d'un coup il enchaîne par ce qui se passe là maintenant tout de suite. Et tout le long, vous avez cette émotion qui effleure toujours. Vous êtes un peu comme sur le fil d'un rasoir. Vous vous coupez, vous faites « Aïe, ça fait mal !» Mais vous continuez parce que même si ça vous fait mal et que ça vous brise un peu le cœur, il y a cette envie de le prendre par la main, de lui dire « Bon, écoute, maintenant, on va y aller doucement, pas à pas. » Et c'est très compliqué pour lui parce que c'est un roman subtil, profond, intense, émouvant. Qui plonge dans les instants vécus, dans les instants vécus par ces homosexuels allemands qui, dès 1933, ont pris assez cher, qui ont porté très régulièrement le triangle rose de très mauvais augure, qui ont subi les colibés, les bastonnades d'abord, les sévices corporels, avant même d'être pour beaucoup internés, pour beaucoup être affamés, pour beaucoup être tués, pour être montrés du doigt, pointés à leurs camarades et servir de bouc émissaire, et plus si affinité malheureusement. C'est juste quelque chose d'assez paradoxal dans le régime nazi, puisque si vous vous y intéressez, le régime a été soutenu dès le début, hein, dès la fin, dès le traité de Versailles, quand Hitler a commencé à un peu s'entourer de quelques personnes. Il était soutenu en cela avant le putsch de Munich par la SA, créée de toutes pièces, qui était son bras armé, en fait. Bien avant la SS étant au début sa garde rapprochée, uniquement ses gardes du corps, ce n'était pas les SS que vous avez dans le truc. La SA était véritablement son bras armé, ceux qui étaient là pour faire le coup de poing, pour taper, pour massacrer, pour briser, etc. Enfin, c'était vraiment les gros bras, les brutes épaisses, qui étaient notoirement connus pour faire des orgies homosexuelles. Voilà, leur chef, Rome, était un homosexuel notable. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, en 1934, les nazis, enfin les hauts dignitaires, ont décapité les dignitaires de la SA. SA qui est restée, mais qui est restée sous l'emprise de la SS, etc. Donc, en gros, les larbins. Mais voilà. Vous vous dites, à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui déconne sérieux, quoi. Et c'est vrai que c'est un livre qui peut vous ouvrir aussi beaucoup à ce qui s'est passé à partir de 1933, c'est-à-dire la première ouverture du camp de Dachau, qui n'a été que l'avant-garde de ce qui va se passer
des années après, jusqu'à à partir de 39, ils ont testé sur leur propre peuple. Tout ce qui les gênait. Tout ce qui pouvait être nuisible, entre guillemets. Oui, non, mais voilà. Donc c'est vraiment un livre, moi j'avais lu Des Amants de ce même auteur de Daniel Larsen, j'avais beaucoup aimé son écriture, c'est un livre qui émeut beaucoup, qui est très... qui est pas facile, qui est pas facile à la comprendre, enfin qui est facile à la compréhension mais qui est difficile à appréhender. Voilà, et vraiment c'est un très très beau livre, donc je remercie Eva bien sûr, et je sais que Floris de la chaîne Flowfly, ça fait partie d'un de ses livres chouchou absolu, donc Je suis en vie et tu ne m'entends pas de Daniel Larsen, moi je vous dis ça vous brise le cœur, alors comme ça au moins vous le savez, non mais c'est bien, c'est parfait, c'est bien. Non, c'est vraiment un très beau livre. Alors, on va attaquer le deuxième roman que j'ai fini. En vous disant que je me suis interrogée longuement de savoir comment j'allais le présenter. Pas parce qu'il est compliqué, au contraire. Alors, on m'a offert Les Promises, donc de Jean-Christophe Granger, chez Albin Michel. Je n'avais plus lu Granger depuis le Concile de Pierre, donc... Ah, voilà. J'avais lu les 3 premiers, en gros. Donc, Le Vol des Cigognes, Les Rivières pourpres et Le Concile de Pierre. Et après, on m'avait prêté un autre. Je ne me rappelle plus lequel. J'avais lu une centaine de pages et je ne savais plus accrocher. On m'a offert celui-là parce qu'évidemment, le thème et la couverture, merci certains, m'ont dit « Bon, ben voilà, je pense que tu vas aimer. » La personne en question l'a lu et a bien aimé. M'a dit « Oh, ça va te plaire. » Voilà. Alors, on est, avant que je vous donne mon avis, hop, téléphone, évidemment. Désolée. Ça, c'est les démarchages quand vous êtes à domicile. Ça m'énerve, ça. Vous avez beau vous mettre sur les listes rouges ou quoi que ce soit, il y en a toujours un con qui vous appelle. Bon, bref. Donc, on est à quelques heures, vraiment à quelques heures de la déclaration de guerre de 1939, donc en septembre, à Berlin. Où on découvre une jeune femme, épouse d'un haut dignitaire et d'un haut... oui, dans le cercle très, très proche des dignitaires nazis, parce que c'est pas vraiment la femme d'un dignitaire nazi, c'est vraiment les femmes des gens qui gravitent dans le premier cercle, très souvent, voilà, qui ont financé... on la retrouve égorgée, éviscérée, avec notamment, en plus des viscères, l'appareil génital qui n'est plus là. Et on va confier d'abord l'enquête à la Kripo, hein, ce qui est normal. Très vite, on fait comprendre que faudrait peut-être pas laisser l'enquête au gueux de la criminelle. On va confier l'enquête à la Gestapo. Et on confie ça à Franz Bauer, qui, alors je ne sais pas comment on prononce, moi je l'ai prononcé à l'anglaise, hein, donc Bauer. Super. Mais je l'ai appelé Franz sous le long, comme ça faisait pas trop intime, mais bref. Qui est un mec de la Gestapo, qui en fait a fait le chemin, entre guillemets, parfait, si on peut appeler ça parfait. Il a d'abord été un SA, puis ensuite il a fait la SS, puis il est devenu la Gestapo. Vous imaginez le mec bien sur les rails. Mais c'est un type qui est quand même très ambigu. C'est une brute épaisse, il se définit lui-même comme une brute, hein, il n'y a pas de problème. Qui, d'après la description, est pas trop moche, mais il a un seul défaut, c'est qu'il a un œil qui est à moitié fermé, donc on le prend pour un borgne. C'est une grosse brute. Bon. Mais pour être à la Gestapo, faut pas non plus avoir trop d'état d'âme, donc c'est parfait. Il a qu'une seule faille, c'est son père, qui est dans un hôpital psychiatrique. C'est un ancien grand, décoré de la guerre de 14-18, qui a été gazé et qui a un peu complètement perdu, ou presque complètement perdu la boule, qui est dans un hôpital psychiatrique qui a carrément un mouroir, géré par une jeune femme qui s'appelle Mina, qui est psychiatre, haute noblesse allemande, dont la famille un peu fricote beaucoup avec le régime nazi, mais pas elle. Et cette enquête va le mener, lui, Franz, à contacter un autre psychiatre, parce qu'il va s'apercevoir
qu'à la deuxième victime, qui est aussi encore une femme d'un de ces hommes-là, et la troisième, moi ça l'appelle elle, qui a un psychiatre qui est en commun avec ces femmes, puisque ce garçon n'est autre que leur psy. Et accessoirement leur gigolo, et accessoirement le maître chanteur, et accessoirement l'ex-pote de fac de Mina. Voilà. Et donc ces trois-là, qui sont complètement disparates et qui ne sont pas faits du tout pour s'entendre, vont se lancer, entre guillemets, sur l'homme, sur les traces de cet homme de marbre, puisque les victimes, avant leur meurtre, avaient décrit dans leur séance de psy, avec Simon, de cet homme qui leur apparaissait en rêve. Et on va avoir cette chasse-poursuite dans les rues de Berlin, dans la périphérie de Berlin, à la suite de ce meurtrier qui continue à commettre quelque chose. Tout ça au milieu de la déclaration de guerre, tout ça au milieu des petits arrangements entre ennemis et amis du régime, hein, parce que à chaque strate du régime, chacun avait l'ennemi d'en face. Alors les cripos n'étaient pas du tout aimés, mais la Gestapo se méfiait autant des gens qui étaient à l'intérieur de la Gestapo que de ces cons de la SS. Ne parlons pas de la SA. Voilà, donc chacun s'espionne, chacun se déteste, etc. Et au-dessus de la mêlée, vous avez aussi alors là par contre, hauts dignitaires du régime qui s'espionne, se jalouse, essaye de tirer la couverture à lui, etc. Et au-dessus de la mêlée, vous avez Reichsführer, donc Himmler, qui trouve que ça commence à sentir un peu trop le roussi et que ça se rapproche un peu trop du cercle proche, très très proche et très intime, donc il faut faire quelque chose. Alors, je ne vous raconterai pas ce qui se passe, etc., parce que ça serait vous spolier le roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était une lecture assez agréable. Le style est fluide. Alors, oui, vous m'avez pas entendu gueuler. Hein? Lisa n'a pas crié. Voilà. J'ai pas râlé pratiquement une seule fois sur le contexte historique, sur ce qui pouvait de temps en temps sur d'autres romans me faire couiner comme un goré en me disant mais non, mais n'importe quoi, putain. Voilà. Par contre, je le dis, j'ai pas crié et j'ai pas râlé parce qu'en fait tout ce qui est dans le livre est pour moi à peu près la base des connaissances quand on s'intéresse au régime. Quand vous vous intéressez à cette période-là, et c'est pour ça que certaines personnes, quand je les entends des fois, que je les entendais dans les salons ou dans les conférences, ou même que j'entends parler dans les podcasts ou autres, il y a des fois des gens qui me disent « Ah, j'ai été très étonnée, tu sais, de ça, parce que je savais pas, mais pourtant, tu sais, je lis beaucoup de livres sur la période. » Et là, je me dis mais tu lis quoi, Tintin au pays nazi ou quoi? Parce qu'en fait, si vous vous intéressez un tant soit peu à la période, ce qui est là-dedans, vous le savez déjà depuis la nuit des temps. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant à savoir ça. Ce que je viens vous dire, des couches de strates qui se détestent les unes les autres, qui se font des croche-pieds, des croche-pattes, et s'ils pouvaient se tuer entre eux, qui s'espionnent les uns les autres, même au sein d'une même structure de renseignement, ne parlons pas de l'ASD. Non, on ne parle pas de... voilà, donc c'est des trucs de base, vraiment de base. Donc là, j'avais pas à râler parce qu'en fait, ça me semble être... alors, j'ai quelqu'un d'autre entre-temps, madame, la femme de OL, qui l'a lu et qui m'a dit c'est la base de Wikipédia qu'il a pris. Elle a été encore plus méchante que moi. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien de révolutionnaire pour moi historiquement. Il n'y a rien que j'ai vraiment rien appris du tout. Et pourtant Madame OL n'est pas du tout histoire de cette période-là, et elle m'a dit non mais il dit qu'il a fait beaucoup de recherches, mais je comprends pas quoi. Voilà, donc vraiment. Alors historiquement non. Évidemment, les recherches ont dû sûrement porter sur Berlin de cette époque, l'hôtel à Lyon, etc., où les femmes de ce cercle se retrouvent, etc., pour papoter, pour boire le thé, etc., sachant que l'hôtel qui est cité n'était pas le favori des... véritablement le vrai favori des nazis qui préféraient un autre. Mais bon, celui-là faisait partie de ce... Bon, alors c'est un hôtel qui est très connu parce qu'il y avait des gens avant-guerre et avant ces connards, des gens comme Joséphine Baker, etc., qui étaient venus, qui étaient descendus dans cet hôtel. C'est un hôtel mythique à Lyon. Voilà.
Alors, comme je vous dis, c'est une lecture agréable. On suit les personnages, ils sont suffisamment cabossés pour nous intéresser, suffisamment retors pour l'un. Il y a des rebondissements un peu trop, parfois on les voit venir assez vite. On voit venir le truc qui va nous retomber sur le nez. Euh, c'est un peu caricatural, notamment au niveau du personnage de Franz. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que l'auteur met dans la bouche de ses personnages des propos qui épinglent le régime, qui épinglent ce qui va se passer après. Par exemple, à un moment donné, il fait dire au personnage de Franz que les organes de répression vont tomber bien bas dans quelques années quand on aura tué tout le monde ou un truc comme ça. Ou quand il parle à un moment donné de camps qui sont pour l'instant que des casettes et qui sont uniquement pas des camps encore d'extermination pure. On rappelle que c'est Vanzi qui a foutu la solution finale. Voilà. Bon, il y avait déjà des machins, mais la guerre n'était pas déclarée, donc voilà, il n'avait pas encore chopé tous les gens hors de son territoire. Voilà, il met des propos qui seraient post période, des propos qui peuvent être dits par nous maintenant, parce que nous, on sait ce qui va se passer après. C'est le seul truc. Alors ça m'a fait glousser quelquefois. Je dois avouer que j'ai gloussé une bonne dizaine de fois sur ce roman pour des choses où je me suis dit... Oh, sérieux? Voilà. Quand moi je fais ce genre de truc, quand je dis oh non, sérieux, ça veut dire que véritablement, pour moi, c'est quelque chose qui est fait pour faire plaisir au lecteur ou qui est trop simple. Voilà, c'est une facilité pour moi. C'est bête, mais voilà, pour moi, c'est une facilité. Alors sinon, sur 640 pages, j'ai regardé. Alors il y a un coup de mou à un moment donné, parce qu'il y a un rebondissement où vous voyez arriver 20 minutes et vous vous dites « Ah merde, putain, c'est vrai, c'est le bon rebondissement que j'avais prévu. » Merde. Voilà. Mais 640 pages, je les ai lues, sans aucun problème, mais ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Alors, j'ai vu ça et là des chroniques, parce que vous savez très bien que je vais poster après des chroniques. Très souvent, je les fous sur Babelio. C'est pas des chroniques littéraires avec un entrée, un milieu, une conclusion avec machin, mais c'est vraiment mon ressenti brut. Je le balance tel quel, je relis pas. Des fois, il y a des fautes, je m'en fous. Mais voilà, je balance tel quel, je le tape au kilomètre directement dans la barre. Je fais pas des copier-coller, je prépare pas ça sur un Word en faisant joli. Mais je vais lire les chroniques après, je vais voir les critiques après. Et alors, quand j'ai vu des critiques dithyrambiques en disant que c'était le meilleur roman sur cette période-là, qu'il n'y avait que des vérités, que tout était bon, que tout était haletant. Enfin, moi, j'ai pas été à... Vous savez, les romans où il y a un serial killer, où vous avez envie de tourner les pages tout le temps pour savoir ce qui va se passer derrière, ben non, moi, ça n'a pas été le cas. Je pouvais m'arrêter au milieu d'une phrase, enfin, généralement, je le fais pas, mais je pouvais m'arrêter au milieu d'un paragraphe, le poser, le reprendre 2 heures après ou le lendemain matin, sans avoir ce côté viscéral de vous dire il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, bah moi, pas sur celui-là. Voilà. Donc merci OL, merci madame, qui m'ont gâté aussi, qui m'ont acheté autre chose, mais voilà, voilà. Je l'ai lu. Je vous dis, c'est une relecture sympathique, agréable à lire, c'est fluide, c'est bien écrit, le déroulé se trouve bien, les personnages, voilà. Mais alors moi, je suis... Voilà, ça m'a pas du tout emballé ça me soulèvera pas un souvenir impérissable. Alors la fin est un peu plus... Ouais, la fin peut foutre une claque à d'autres lecteurs qui sont pas habitués à ce genre de... Voilà. Mais sinon, voilà. Mais c'est un roman à lire. Après, si vous aimez pas Granger, n'y allez pas. Parce que si vous aimez pas la période et vous aimez pas Granger, voilà. Mais ça peut plaire. Voilà. Mais j'ai vu des retours tellement dithyrambiques que je pense qu'il va avoir que des retours magnifiques sur Booktube ou Bookstagram. Je pense que tous les gens beaucoup de gens qui l'ont lu et enfin moi je vois passer, c'est que des retours positifs. Doit être l'exception de dire c'est pas mal, mais voilà. Moi je lui ai mis un 3 sur Babelio, c'est-à-dire que pour moi c'est la moyenne, un peu plus de la moyenne, je dirais 11-12, vous voyez, sur 20. Voilà, c'est un bon livre, mais il n'y a pas le truc qui peut me faire basculer en vous disant ouais, il faut vraiment le lire. Moi voilà.
ou alors je sais pas, il faudra que quelqu'un, alors si vous le lisez, je sais que Flo doit le lire, je sais que Séverine doit le lire, si vous l'avez lu, quand vous l'aurez lu, vous me dites. Voilà, vous me dites, on en discute en off, vous me dites. Parce que là, peut-être c'est moi qui suis trop exigeante quand c'est arrivé sur cette période-là. Mais à ce niveau-là, il faut quand même avoir un minimum d'exigence, je pense, sur certaines choses. Et alors, je finis par des conneries, hein, évidemment. Parce qu'après vous avoir plombé le moral pendant pratiquement 30 minutes, il faut bien que je vous laisse un truc un peu wouh. Enfin, quoi que c'est wouh, mais c'est pas... chiante Lisa aujourd'hui. Voilà, je vais faire la chronique avec ma citrouille là. Pas une tête de con déjà. Alors, c'est Space War. Donc, c'est de Baba, Tartuffe et la puce. C'est chez Kane. Alors, nous sommes... Là, j'en ai que 2. Il y en a 3, forcément. Puisque, en fait, ils pompent tout simplement sur l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il arrivera bientôt dans mon panier de 9. Alors... voilà, parce que, bon, vous savez que je suis une fan de Star Wars, maintenant on arrête de le dire. Là, les auteurs ont fait une parodie qui est somme toute assez sympa, qui est drôle, qui est un humour très franchouillard, très bas de plafond, très, ouais, franchouillard. C'est grassouillet comme on disait chez moi. C'est grassouillet comme humour. Luc est un adolescent, hein, puisque dans le film, il est un adolescent. Là, franchement, il est obsédé du cul. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Putain, je dis pas chat, parce que l'autre, il va arriver. Vous inquiétez pas, il est sur le dos du canapé, là, contre la baie vitrée. Il est en train de bronzer. Enfin, bronzer, il n'y a pas de soleil, mais il croit qu'il bronze. Donc, franchement, la parodie, c'est... Je vous dis, des fois, c'est un peu cuculapraline, mais c'est drôle. Il y a des moments où j'ai gloussé, d'autres que j'ai continué à lire en me disant, ouais, pas mal. Voilà, ils ont surnommé Dark Vador Bad Father. Voilà, c'est des trucs qui se sont marrés pour faire des choses assez sympas. Je lirai le tome 3 parce que je veux absolument... savoir ce qu'ils vont faire de Kylo Ren, parce que vous savez que c'est mon personnage préféré après, avec Han Solo et Dark Vador. Oui, mon personnage préféré est Anakin Skywalker, Dark Vador et Han Solo. Et Kylo Ren. Qui a dit que j'étais du côté obscur de la Force? Non. Ou alors de la farce. Voilà. Ça c'est fait. Donc je vais lire le 3. Par contre... sur des parodies de Star Wars, je le répète parce que je l'ai déjà dit, je vous remettrai la vidéo là-haut, je l'ai dit dans le live de la semaine dernière, enfin de la semaine, non, il y a 2 semaines maintenant, déjà, du 5 octobre, qui est sur la chaîne, et je oublierai sûrement de vous le mettre dans le i, donc cherchez. J'en ai parlé, j'ai honnêtement, sur ces parodies Star Wars, largement plus aimé Naguère les étoiles, qui est sorti il y a quelques années, qui est en 5 tomes, qui est le Star Wars en pays breton, qui pour moi est vraiment, qui m'a fait faire pipi dessus du début jusqu'à la fin, alors que là j'ai ri par moments. Mais si vous aimez Star Wars, si vous aimez les parodies, si vous trouvez ça un peu nounouille, parce que je vois les Kylo Ren et les machins là derrière, je vais vous montrer parce que je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, le tome 3, voilà. Mais je voudrais savoir ce qu'ils vont en faire de Kylo Ren, parce que comme il a des colères un peu des fois d'enfants gâtés, ils vont en faire un morveux qui gueule toutes les 5 minutes. Ça va un peu m'énerver. Ouais, voilà, oui, parce que... Vous voyez où il est? Ça, c'est Ben Solo, parce qu'en fait, c'est Kylo Ren, mais c'est Ben Solo. Oh, là, on se calme. Voilà, donc c'est sympa. Si vous aimez bien et qui, comme moi, vous adorez ce genre de conneries, bah allez-y, parce que ça va vous faire passer un moment, surtout si vous avez lu tous les autres derrière. Donc, je rappelle, Space War... 1 et 2, Auschwitz. Surtout quand vous avez lu Auschwitz, allez lire Space War, ça va vous détendre. Ensuite, le magnifique, sublime, émouvant et intense Je suis en vie, mais et tu ne m'entends pas de Daniel Arsan chez Babel. Et donc, je l'ai mis comme ça, c'est joli. Et donc, le dernier Granger, Jean-Christophe de son prénom, Les Promis chez Albin Michel. Voilà, je vous laisse juger. C'est une... sympa.
Je l'ai pas assassiné, hein. J'ai dit que c'était une agréable lecture. Commencez pas à vous affoler. Voilà. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Je sais pas en ce moment, alors je sais qu'il y a encore les items à venir. Je vais tourner un tag que j'ai vu sur la chaîne Madame rêve encore de livres sur les 5 classiques détestés. Ça me botte beaucoup de le faire. Et il y aura peut-être qu'il sera pour novembre celui-là parce que voilà, trop de vidéos pour moi tue la vidéo, surtout si je fais un live le 26 octobre, vous allez en avoir marre de voir ma tronche. Et puis autant que je vienne pour des choses qui sont intéressantes pour vous. Si c'est pour blablater, il y aura les lives là, donc ça suffira amplement. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que la genèse vous a plu sur Liverpool Connection. Celle de novembre, c'est celle sur l'Asmala, et ça va pas te piquer des hannetons, ils sont débiles, complètement tarés. Ma boule. Voilà. Enfin, je dis pas trop ma boule parce que c'est la souris ma boule de Hux. Bon, bref, allez, d'ici là, hein, portez-vous bien, je vous embrasse, à bientôt, au revoir, bonne année. Joyeux Pâques, joyeux citrouille, et puis n'oubliez pas, soyez sages. La fille qui est pas du tout sage et qui met une citrouille sur la gueule. C'est dramatique, dramatique.